Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire prise en compte de la biodiversité dans le bâti organisé par la région des Pays de la Loire. Je me présente Pierre-Yves Legrand, directeur de Novabuild, qui est le cluster de l'éco-construction en Pays de la Loire, soutenu par la région et l'ADEME. La question de la biodiversité est un des enjeux majeurs, à la fois enjeu majeur pour notre société, mais aussi, on va le voir dans quelques instants, pour le bâti. Notamment parce que de nombreuses espèces, et parfois certaines avec un statut protégé, vivent dans le bâti. Et une stratégie régionale de la biodiversité a été élaborée en 2018 et nous allons, en déclinaison de cette stratégie régionale de la biodiversité, organiser un certain nombre de webinaire. C'est le premier d'une série, en fait, on va dire, d'une grande série. Aujourd'hui, plutôt dédié à la construction neuve, et on va poser les enjeux, notamment sur la construction neuve, parce que c'est elle qui est souvent la matrice des réglementations à venir et des organisations à venir. Mais évidemment, on aura d'autres sujets et on compte sur vous pour nous donner un appui pour pouvoir choisir d'autres thèmes qui viendront. Et je vais juste vous indiquer que donc dans la séance de ce matin, on va avoir à la fois un moment où on va avoir un moment sur les enjeux, puis un moment sur la méthode, et enfin, on termine la matinée avec 3 retours d'expérience particulièrement intéressants avec différents points de vue. Et on terminera par une conclusion de Roland Marion, conseiller régional délégué à la transition écologique et énergétique. Donc voilà une matinée complète de 11h à 12h30. Nous ferons tout pour terminer pile à 12h30. Et j'invite tout de suite Marianne Hédon à venir nous rejoindre sur scène. C'est une scène virtuelle. Marianne Hédon, qui est chargée de biodiversité paysage, et Valentin Mogard, chargé de mission biodiversité à la Ligue des protections des oiseaux, pour une première présentation des enjeux de la nature en ville avec le bâti. Alors, je ne sais pas si Valentin est avec nous. Il est en train d'arriver. Mais Marianne, je vous donne la parole. Voilà, on a un document. Bonjour Valentin. À vous la parole pour 10 minutes. Très bien, merci. Donc oui, je suis Marianne Hédon, je travaille à Plantécité. Donc juste pour rappeler, l'association Plantécité, elle est basée à Angers, mais on travaille à l'échelle nationale pour assurer le transfert des connaissances sur la nature en ville auprès des collectivités territoriales et aussi auprès des professionnels des espaces verts et du paysage. Donc je vais commencer par prendre la parole pour replacer le sujet du webinaire au regard de l'ensemble des enjeux de nature en ville. Et ensuite, Valentin Mogard de la LPO des Pays de la Loire prendra la parole. Lui va focaliser son propos sur le milieu bâti et l'accueil de la faune. Alors, la préservation des espaces de nature, elle est souvent en concurrence défavorable avec le besoin de développement urbain. Mais la planification, c'est le premier levier des collectivités en faveur du végétal et des espaces de nature. Et si on constate que la palette d'outils qui sont mobilisables dans les documents d'urbanisme est assez large, les actions, ensuite, elles doivent pouvoir se traduire concrètement dans les opérations d'aménagement, mais aussi dans les opérations de gestion, pour pouvoir engager tous les acteurs dans des réalisations qui sont vertueuses en termes d'intégration du végétal et de la biodiversité. Donc, pour ça, il existe une chaîne de leviers d'action qui sont possibles, que ce soit à l'échelle du quartier, à l'échelle de l'îlot ou à l'échelle du bâtiment. Il s'agit de connaître, de protéger, d'urbaniser mieux et aussi de pouvoir mettre en œuvre une gestion écologique des espaces associés au projet immobilier ou de construction. Donc, actionner seul un levier, ça ne suffit pas. Une action forte, ça passe forcément par la complémentarité de ces différents champs d'action, connaître, protéger, urbaniser mieux et mettre en œuvre une gestion écologique. On peut par exemple avoir beaucoup de connaissances sur les espaces de nature ou sur les espèces végétales et animales d'un site, mais ne pas parvenir à utiliser ces connaissances pour protéger cette biodiversité du fait d'un problème de partage de ces connaissances ou du fait d'un manque d'appropriation par
l'ensemble des porteurs des opérations. Autre exemple, on peut ne pas avoir anticipé la gestion écologique en phase conception d'un projet et ensuite, du coup, compromettre la mise en œuvre de cette gestion ou alors la compliquer. Et autre exemple aussi, on peut avoir un arbre remarquable qui est protégé dans le plan local d'urbanisme, mais ne pas contrôler ou sanctionner sa disparition au cours d'un projet d'aménagement. Donc, ces exemples pour illustrer en fait la nécessaire complémentarité des différents champs d'action. Alors, comme le rappelait Pierre-Yves en début de webinaire, les services attendus par la nature en ville sont nombreux en termes de régulation de la température, de rôle tampon dans la gestion de l'eau ou encore dans la santé des habitants, mais aussi dans la préservation d'une certaine biodiversité. Et les travaux en écologie urbaine actuelle montrent que c'est la complexité et la qualité en termes d'espace, mais aussi en termes d'espèces, qui permettent la résilience du système urbain face notamment aux aléas climatiques. Alors, comment ça se traduit de façon opérationnelle? Donc, en zone urbaine, la prise en compte de la biodiversité, ça passe par l'intégration des interactions entre faune et flore. Donc, dans cette optique, l'objectif, ça va être de pouvoir préserver, de restaurer ou de créer un réseau d'habitats naturels ou d'habitats de substitution qui correspondent au milieu de vie des espèces qui sont existantes sur le site ou que l'on souhaite accueillir. Donc ça veut dire que l'objectif, c'est de pouvoir maintenir d'une saison à l'autre des espaces qui soient propices à leur installation quand on parle d'espèces végétales et des espaces pour chasser, pour se nourrir, pour nidifier ou pour hiberner quand on parle d'espèces animales. En milieu urbanisé, on observe la mise en œuvre des trames vertes, donc sous l'impulsion des politiques publiques, avec un objectif de pouvoir permettre la dispersion et la mobilité des différentes espèces animales, végétales. Et dans ce contexte de développement de trames vertes, la valeur écologique du bâti en termes d'accueil de la biodiversité, c'est un élément qui est déterminant et qui aussi se croise aux autres enjeux de qualité des constructions. Donc, une vision en 3 dimensions des continuités écologiques, elle va intégrer le bâti avec un objectif opérationnel de favoriser les échanges de proche en proche entre espaces similaires. Donc, pour approfondir cette spécificité du milieu bâti, je vais passer la parole à Valentin. Juste un petit mot pour vous indiquer que Roland Marion nous a rejoint. Bonjour Roland Marion. Vous êtes conseiller régional en charge de la transition écologique et environnementale et énergétique. Vous ferez la conclusion tout à l'heure et vous allez être comme notre grand témoin toute la matinée. Très bien, merci beaucoup. Je suis un tout petit peu en retard, je suis désolé, mais bonjour à tous et je vais vous dire un mot en fin de webinaire, volontiers. Parfait, à tout à l'heure. À vous la parole, Valentin. Bonjour à tous. Moi, je vais faire suite, du coup, comme vous l'a dit Marianne Edon, à sa présentation pour venir vous donner quelques éléments sur la faune du bâti. Donc, quand je parle de faune du bâti, en fait, je parle de l'ensemble des espèces animales qui vont accomplir une partie de leur cycle de vie en lien avec le bâtiment. Donc, par exemple, si on prend une espèce d'oiseau comme le martinet noir, ça va être la reproduction, puisqu'ils vont construire leur nid dans des éléments du bâtiment comme un trou d'aération, par exemple. Donc, cette biodiversité, elle est très variée, puisqu'on va avoir des espèces d'oiseaux, comme je viens de vous le dire, mais également, la plupart des espèces de chauves-souris qui vont venir à un moment de leur vie dans un élément du bâtiment qui vont l'utiliser comme gîte, par exemple en période d'activité ou en période d'hibernation. Et on y trouve également des reptiles, comme le lézard des murailles, qui utilisent des anfractuosités d'un mur comme refuge, ou des insectes comme l'osmicornu qui va construire son nid dans une cavité. Donc si cette biodiversité elle est variée, assez logiquement, les endroits fréquentés dans un bâtiment ils sont variés également. Donc, et ça, c'est le cas à l'échelle d'une espèce ou d'un groupe d'espèces, puisque si on regarde par exemple sur ce schéma les endroits fréquentés par les chauves-souris, on voit assez rapidement que sur un bâtiment, ils peuvent être très variés. Mais de manière globale, ces espèces elles vont plutôt chercher des espaces qui sont calmes, qui leur permettent d'avoir des conditions thermiques particulières,
qui sont à l'abri des intempéries et puis évidemment qui ont un accès qui soit adapté à leur taille et à leur morphologie. Donc, mais malheureusement, dans les constructions neuves et aussi dans les constructions rénovées, du fait des exigences de performance énergétique et puis des changements d'architecture, ces accès, ils ont tendance à disparaître. Donc, si on couple ça avec la diminution des ressources alimentaires et puis aussi la prédation qui peut être importante en milieu urbain, on arrive assez logiquement à la conclusion qu'il peut y avoir un déclin de ces espèces-là. Donc ce déclin, il a été tenté d'être chiffré, notamment par le CESCO, donc le Centre pour l'écologie et les sciences de la conservation, qui analyse en fait des données d'inventaire d'oiseaux communs et qui les regroupe en fonction des milieux dans lesquels ils sont spécialisés. Donc sur les espèces d'oiseaux communs spécialistes du milieu bâti, ils ont conclu à un déclin d'environ moins 29% entre 1989 et 2019. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près le double que celui qu'ils ont sur l'ensemble des oiseaux communs qu'ils ont étudiés, puisqu'ils considèrent qu'il est de l'ordre de moins 15% sur la même période de temps. Ce constat il est partagé également pour les espèces de chauves-souris, puisque si on prend les 3 espèces les plus communes du milieu bâti, qui sont la pipistrelle commune, la cérotine commune et la pipistrelle de Kuhl, on a un déclin qui va de moins 8% à moins 30% entre 2006 et 2019. Donc on peut se dire que ces espèces vont avoir tendance à devenir rares, voire sur un temps plus long à disparaître. Et donc évidemment, il est important de les préserver, que ce soit pour la diversité biologique, mais aussi, comme vous le précisez un petit peu Marianne dans sa présentation, ces espèces elles s'inscrivent dans des écosystèmes, elles ont des interactions avec les autres espèces. Donc c'est important de les préserver pour la fonctionnalité des écosystèmes. En effet, elles vont venir polliniser et disperser des graines, par exemple, donc jouer un rôle essentiel dans la reproduction des plantes. Elles vont venir réguler les autres espèces et les maladies, qui nous permettent d'avoir des écosystèmes sains, donc avec qui permettent une meilleure qualité de l'air, une meilleure qualité de l'eau, puis également moins de maladies, donc une meilleure santé pour les populations des milieux urbains, une santé physique, mais également une santé mentale, puisqu'il y a beaucoup de gens qui aiment avoir ces espèces-là et puis les différents écosystèmes, les espaces verts pour se détendre et ça leur permet de diminuer leur stress. Donc heureusement, avec un accompagnement adapté dans la construction, on peut avoir un impact fort sur ces espèces en venant ménager des espaces pour elles, en installant des nichoirs par exemple, comme je vous l'ai montré sur la diapositive, mais également par exemple en ménageant des accès à des combles perdus pour les chauves-souris. Aussi en mettant en place un environnement favorable pour cette faune qui ne va pas seulement fréquenter les bâtiments, mais aussi s'alimenter, se déplacer et utiliser des éléments naturels comme refuge. Donc on peut mettre en place par exemple des prairies fleuries, des mares, une variété d'habitats en fait, et en privilégiant des espèces indigènes qui souvent sont beaucoup plus adaptées à la faune locale. Et puis également avec la prise en compte des dangers pour la faune, puisque les constructions peuvent présenter certains dangers, comme les surfaces vitrées, si elles ne sont pas adaptées, ou l'éclairage, et pareillement s'il n'est pas adapté, ou le chantier en lui-même. Donc après, le webinaire va vous donner plus d'éléments sur comment prendre en compte cette biodiversité. Et moi, en attendant, je vous remercie de votre attention. Et je vous ai mis quelques références pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin ou pour ceux qui ne les connaissent pas, parce qu'elles sont quand même assez connues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valentin. On va poursuivre tout de suite avec Amélie Lecoq, chargée de mission à l'Adréal, en charge de la préservation des espèces, pour nous donner un peu le contexte réglementaire. Et ensuite, on aura un temps de pause et on commencera à répondre à certaines de vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je me ferai votre porte-parole auprès des intervenants. Bonjour Amélie. Alors, je crois que vous avez un problème de caméra, mais on vous entend. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous prie d'excuser effectivement pour la caméra, je n'en aurai pas aujourd'hui. Le diaporama est là comme support visuel, c'est le plus important. Je commence par présenter rapidement l'Adréal, qui est donc l'échelon régional du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Nous travaillons à l'Adréal sous l'autorité du préfet de région. Et pour contextualiser, je vais indiquer les 5 principaux services de l'Adréal pour bien rappeler que nous travaillons à la fois sur le logement et sur la biodiversité, les ressources naturelles et paysages. Donc pour dire que le sujet est important pour nous
et que nous y travaillons aussi bien en interne qu'avec nos différents partenaires. On m'a demandé aujourd'hui de parler de réglementation, contexte réglementaire. Donc, je rappelle qu'il n'existe pas de réglementation imposant de favoriser la biodiversité dans la construction et la rénovation. En revanche, on a parlé d'espèces protégées. Le Code de l'environnement interdit de porter atteinte à certaines espèces dont la liste a été fixée par décret en Conseil d'État, donc à certaines espèces et à leurs habitats, ce qui est très important. Donc, ce sont des espèces qui sont listées par arrêté ministériel et qui présentent un intérêt scientifique ou qui jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Certaines espèces ont déjà été citées par Valentin à l'instant. Donc, les arrêtés ministériels spécifiques pour la faune et pour la flore et par groupe d'espèces précisent ce qui est interdit pour chaque groupe. Donc, il est en général interdit de porter atteinte aux spécimens, également de perturber intentionnellement, de dégrader ou de détruire l'habitat et de détenir, de transporter, donc de naturaliser ces espèces. Et on parle alors d'un régime de protection strict des espèces, tellement strict que le fait d'y déroger peut constituer un délit puni de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Donc, le législateur a entendu donner une importance notable à ce régime de protection. Quand on est en présence d'espèces protégées, ce qui peut arriver soit en construction, soit en rénovation, on doit mettre en œuvre ce qu'on appelle la séquence ERC, donc éviter les impacts, réduire les impacts et, le cas échéant, compenser les impacts. L'évitement des impacts. Donc, l'idée de l'évitement, c'est de n'avoir aucun impact après une réflexion, une prise en compte des espèces. Donc là, vous avez 3 petits schémas. Un petit schéma situation initiale où on voit qu'on a une espèce protégée sur un territoire. Sur la deuxième image, vous avez l'emprise du projet prévu. Et sur la troisième image, on voit que le projet a été revu pour éviter tout simplement de porter atteinte aux espèces protégées. Quand on a mis en œuvre la séquence d'évitement, il peut rester des impacts et là, on fait en sorte de les réduire. Donc, notamment en phase chantier ou en phase d'exploitation, on va agir sur la durée d'intervention, sur son intensité, sur sa localisation. Et là, on voit sur le petit schéma qu'après prise en compte des espèces protégées, il reste un impact puisqu'une partie du projet passe sur l'habitat d'une espèce protégée. Alors, quand des impacts demeurent, donc on parle d'impact résiduel significatif, on peut malgré tout agir en demandant une dérogation au régime de protection stricte des espèces. Donc c'est l'article L411-2 du Code de l'environnement qui le permet, mais qui exige 3 conditions cumulatives. Donc ça, c'est très important. Il ne doit pas exister de solution alternative satisfaisante. La dérogation ne doit pas nuire au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées. Et enfin, le projet doit répondre à des critères tels que l'intérêt de la santé ou de la sécurité publique ou une raison impérative d'intérêt public majeur, ce qui n'est pas forcément évident à obtenir. Donc, si les 3 conditions cumulatives sont remplies, on peut obtenir une dérogation au régime de protection des espèces. Et à ce moment-là, on est invité à compenser les impacts. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ce contexte réglementaire, c'est que on ne s'improvise pas protecteur des espèces protégées facilement. Il faut se rapprocher soit des associations de protection de l'environnement, soit des bureaux d'études pour permettre d'identifier les espèces et puis d'agir en conséquence. Ce qui sera présenté dans la suite du webinaire aujourd'hui. Et puis, on m'a demandé aussi de vous faire un petit zoom sur les chauves-souris, puisque la DREAL Pays de la Loire donc, est structure animatrice pour les Pays de la Loire du PNA en faveur des chauves-souris, des chiroptères. Donc, en plan national d'action, c'est un plan qui vise à assurer la conservation ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'espèces menacées. Donc, on a vu que de nombreuses chauves-souris le sont. Et donc, ces plans prévoient des actions d'acquisition de connaissances, de restauration des populations ou de leurs habitats, d'intégration des enjeux dans les autres politiques sectorielles. Donc, on le voit aujourd'hui, ça peut être l'agriculture, l'énergie, le bâtiment, etc. Et puis, d'information du public et des professionnels. Donc, le PNA chauve-souris, le PNA Plan national d'action en faveur des chiroptères, il a une coordination nationale qui est effectuée par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, une structure animatrice qui est la Fédération nationale de conservateurs des espaces naturels, et puis au niveau régional, c'est la DREAL Pays de la Loire et la LPE Anjou qui décline ce plan national d'action en faveur des chauves-souris.
Donc, le plan national d'action, il a été validé en 2016. Il concerne 19 espèces de chauves-souris qui sont considérées comme prioritaires et 10 actions, parmi lesquelles la prise en compte des chiroptères dans le bâtiment. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, en Pays de la Loire, je vous le disais tout à l'heure, on travaille sur le sujet et notamment, on a lancé un marché public pour créer des outils de communication sur la thématique de la biodiversité et de la construction, rénovation des bâtiments, sur lequel des informations seront diffusées prochainement. Donc, on est en cours de réflexion sur ce sujet-là. Et voilà, j'en ai terminé sur le contexte réglementaire. Et s'il y a des questions, j'y répondrai sans souci. Eh bien, c'est le bon moment. On va commencer une série de questions-réponses. Et en attendant que Marianne Hédon et Valentin Mogard nous rejoignent, j'ai une première question plutôt juridique là, qui porte sur des points que vous avez déjà abordés. Le PNA Chiros, quelle est sa portée juridique? Alors, un plan national d'action n'a pas en tant que tel de portée juridique. C'est vraiment un outil. On considère que la protection de certaines espèces est suffisante, notamment le régime de protection peut suffire, mais parfois ce n'est pas suffisant. Et donc l'idée du plan national d'action, c'est vraiment de mener des actions vers les autres politiques publiques, des actions de sensibilisation, des actions de communication. Et on le voit sur les chauves-souris, on a besoin que d'autres acteurs prennent en compte les enjeux sur les chauves-souris comme pour d'autres espèces. Donc, on a besoin de communiquer et de mettre en place des actions vers les autres politiques sectorielles. Alors, vous parlez des chauves-souris. Nicolas Terzian nous demandait de rappeler la valeur écologique des chauves-souris. Alors là, je vais laisser la parole à la LPO. Valentin? Pour ce qui est de la valeur écologique des chauves-souris, je suppose que la question elle porte principalement sur leur rôle dans l'écosystème. Donc, elles, comme je commençais à le préciser un peu dans ma présentation, elles vont permettre notamment de réguler certaines espèces. Pour vous donner un exemple, la processionnaire du pain, par exemple, ou les moustiques, elles vont les manger, donc permettre d'éviter un petit peu qu'ils soient omniprésents. Et puis, c'est un très bon indicateur aussi de l'état de santé des écosystèmes. C'est-à-dire que si on a très peu de chauves-souris, c'est que l'écosystème n'est pas très sain et que on va sans doute avoir un impact sur les autres espèces. Est-ce que d'une façon un peu plus globale, vous pouvez nous redire pourquoi c'est important de s'intéresser à cette question des espèces? On a régulièrement, on voit bien un projet qui est stoppé et on va avoir des professionnels qui vont dire mais c'est pas possible, on perd 6 mois avec cette affaire-là. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en occuper et pourquoi est-ce que c'est si important? Après, moi je trouve ça important aussi de rappeler que ce sont des êtres vivants, donc ils ont une importance en eux-mêmes. Mais c'est également important parce que ça va avoir un impact sur nous sur le long terme. C'est-à-dire que on a une notion qui s'appelle la notion de service écosystémique qui vient donner un petit peu tous les services que rendent cette faune et cette flore aux sociétés humaines concrètement. Et donc, enfin, je veux dire, pour remplacer ces êtres vivants, déjà, c'est quasiment impossible en termes techniques. Puis ça coûterait énormément d'argent. Et donc, on aura une perte en termes de santé, de bien-être, aussi, mais également de fonctionnement économique, puisqu'on a notamment les activités agricoles qui reposent largement sur l'intervention de cette faune. Mais également nos espaces de détente qui n'existeraient pas sans pollinisateurs, sans disperseurs de graines. Et on a Jean-Pierre Lafont qui nous dit que peut-être même la notion même de valeur écologique n'est pas la bonne. C'est une vision utilitaire. Oui, tout à fait. Et les espèces, on ne peut pas forcément raisonner comme ça. Chaque espèce, nous dit-il, présente un résultat de l'évolution. Marianne Hédon, on a pas mal de questions et je pense que c'est tout le sujet aussi du webinaire aujourd'hui sur comment on fait, qui fait un diagnostic, comment est-ce qu'on préserve au moment d'une rénovation. Est-ce que vous avez quelques petits conseils à donner avant qu'on donne la parole justement à UPGE, Biotope et aussi à la LPO pour continuer à raisonner là-dessus, sur comment on fait? Oui, je pense que du coup, par rapport à toutes les questions, il y aura des éléments de réponse dans la suite des interventions avec les compétences en écologie, en paysage.
qui vont pouvoir témoigner aussi de leur plus-value auprès des acteurs de la construction. Mais vous, Planté Cité, vous intervenez par moment, vous pouvez être sollicité? Alors nous, on est un équivalent de centre de ressources et du coup, on est là dans la production et le transfert de connaissances. Et on accompagne justement les professionnels en paysage ou en écologie dans la mise à disposition en fait de données scientifiques et pour aider aussi à la décision. Donc c'est dans ce sens-là en fait que les professionnels du paysage et écologues ont besoin en fait de s'alimenter avec des travaux scientifiques ou d'expérimentations actualisées pour venir nourrir leurs conseils et les avis qu'ils peuvent donner aux autres professionnels d'autres secteurs. Donc c'est vraiment une chaîne de compétences en fait derrière. Et en effet, comme certaines questions le ciblaient, il y a un intérêt à bien identifier aussi dans un appel d'offres ou dans un marché de bien identifier en fait à partir du diagnostic initial du projet quelles vont être les compétences nécessaires pour mener à bien le projet de construction en fonction des objectifs de biodiversité, de protection des espèces qui auront été préidentifiés et pour pouvoir aussi voir dans quelle mesure on peut concilier ces besoins de construction, de développement des infrastructures avec ces besoins et la réglementation aussi parce qu'il y a quand même une réglementation derrière, comme l'a rappelé l'Adréal. Donc c'est aussi ce qui justifie le fait de prendre en compte ces espèces quand elles sont présentes sur le site. Parfait. On va poursuivre. Valentin, vous restez avec nous. Amélie Lecoq, j'ai failli vous donner la parole parce que quelqu'un disait que les PNA, c'était qu'une question de com. Et puis, en fait, il y a eu une réponse très, très circonstanciée que vous auriez vraisemblablement pu faire vous-même. Donc, on va poursuivre les échanges avec Valentin Mogard. Et j'appelle tout de suite Alexandre Delamarre et Romain Marten à nous rejoindre. Alexandre Delamarre, vous êtes vice-président de l'UPGE et directeur régional de Biotop. Et vous allez nous faire un petit topo sur de la méthodologie, justement. On va commencer à répondre aux questions qu'on avait nombreuses dans le chat. À vous la parole. Merci, bonjour à tous. Oui, c'est bien ça, on va parler un peu plus de méthodologie. Alors, normalement, il y a un PowerPoint qui doit arriver. PowerPoint, voilà, regardez. C'est parfait. Donc, je vais vous parler effectivement un peu plus de méthodologie et je vais intervenir avec mes deux casquettes, celle de vice-président du PGE et celle de directeur régional du cabinet Biotop. Donc, je vais passer très rapidement sur la présentation de ces deux structures. L'UPGE, c'est donc la Fédération des entreprises de génie écologique, donc les acteurs privés, on va dire, du génie écologique, qui représente 95 entreprises aujourd'hui, bientôt une quinzaine d'années d'existence. Et donc, deux grands types d'acteurs, on va dire les cabinets de conseil, les bureaux d'études et également les entreprises de travaux. Ces 95 entreprises représentent à peu près 2/3 des acteurs nationaux dans ce domaine, des acteurs privés dans ce domaine. Et Biotop, donc, est un cabinet d'ingénierie écologique, mais aussi une agence de com et une maison d'édition implantée un peu partout en France et à l'international, avec bientôt 30 ans d'existence et à peu près 300 collaborateurs un peu partout également sur le territoire. Alors, moi, je vais parler effectivement de l'intervention des écologues, des naturalistes dans les projets urbains et des projets immobiliers. Bien entendu, là, je parle des acteurs privés, mais les autres acteurs associatifs et publics, entendez mon discours dans une approche globale, puisque notamment les associations peuvent intervenir de la même manière à différentes étapes. L'UPGE travaille avec différents formats, notamment le groupe de travail, dont un des plus récents constitué étant le groupe de travail de biodiversité sur la biodiversité urbaine, avec une trentaine de participants et piloté par Hélène Soyer, donc du cabinet BENAT. Ce groupe de travail donc a réalisé plusieurs publications. Je vais surtout insister lors de ma présentation sur ces deux publications. On intervient aussi en discutant avec différentes parties prenantes des territoires, bien entendu, ministères notamment,
Et on se concentre depuis quelques mois sur la trame noire. C'est pas l'objet de la présentation d'aujourd'hui, mais voilà, c'est un sujet aussi très important. Donc, les corridors écologiques pour la faune nocturne. Donc ça, c'est un sujet du moment pour le groupe de travail biodiversité urbaine. Donc, ce groupe de travail a réalisé deux publications qui seront en ligne très prochainement sur le site de l'UPGE. Le premier document, c'est le résultat des réflexions de ce groupe de travail qui permet de faire la synthèse des différentes compétences mobilisables par les différents acteurs donc, de la construction en milieu urbain. Vous les voyez ici, hein. Bien sûr, on a tout ce qui concerne les études réglementaires, les diagnostics dont on a parlé aussi rapidement, mais toute la phase aussi de conseil lors des travaux, et puis les accréditations, les labels dont on parlera tout à l'heure. Et ce document présente également une quinzaine de fiches exemples. Je voyais dans le chat tout à l'heure, on me demandait où on pouvait trouver des exemples de réalisation. Donc, ce document présentera une quinzaine d'exemples de différents membres de l'UPGE. Donc, voilà, vous aurez des réponses aussi à ce niveau-là. Dans ce premier document, il y a notamment une frise. On a travaillé sur une frise finalement pour essayer de comprendre à quel moment les acteurs de la construction peuvent consulter, en tout cas faire appel à des écologues, à des naturalistes. Hein. Vous voyez que ce genre de projet requiert une grande diversité de compétences. Bien sûr, là, on se focalise uniquement sur l'écologie et la biodiversité. Bien au-delà, on a plein d'autres thématiques, mais sur ce sujet de la biodiversité, vous voyez, donc il y a différentes étapes à laquelle il est pertinent d'intégrer ces compétences d'écologue et de naturaliste finalement en trois grandes phases. La première phase, c'est la phase de conception, avec notamment une approche itérative. Hein, vous voyez les petites flèches, les mises à jour, et la prise en compte le plus en amont possible des enjeux biodiversité. J'en parlerai aussi rapidement ensuite. Donc ça, c'était la première phase conception. En phase de réalisation, c'est-à-dire jusqu'à la réception des ouvrages, on a l'importance de l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, hein, les conseils et sensibilisations auprès des différents acteurs du chantier, toutes les entreprises qui interviennent et qui vont avoir des effets potentiels, que ce soit positifs ou négatifs, hein, d'ailleurs, sur la biodiversité. Donc, toute cette partie AMO, conseil, et la dernière partie en phase d'exploitation, où là, on arrive sur les enjeux de suivi de l'efficacité des mesures et peut-être des mesures correctives pour améliorer, hein, puisqu'on travaille avec la nature, donc on travaille avec le vivant. Tout n'est pas figé dans le marbre. Et donc, il faut avoir toujours ces sujets en tête de suivi des effets et éventuellement d'approche, là aussi, l'approche itérative. Je parlais de prise en compte le plus en amont possible des enjeux biodiversité. Alors, ça passe bien souvent par ce qu'on peut appeler un pré-diagnostic ou pré-cadrage ou diagnostic flash, enfin, peu importe le terme, mais il est important de rappeler l'intérêt de cet outil d'aide à la décision pour évaluer les risques et les opportunités. Donc, c'est une démarche très, très en amont qui ne se situe pas dans le cadre réglementaire. Hein. Ce n'est pas ça qui va venir remplacer, par exemple, un diagnostic d'une étude d'impact ou d'un dossier loi sur l'eau, mais qui va permettre une première approche des enjeux de biodiversité pour pouvoir vraiment les traiter le plus en amont possible et en phase amont, pouvoir discuter avec le maître d'ouvrage, avec l'architecte, avec le paysagiste. L'Adréal parlait aussi de la démarche éviter, réduire, compenser tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur cette première approche d'évitement. Et l'intérêt, c'est que ce pré-diagnostic, hein, qui est une étude assez courte dans le temps, assez limitée, elle peut se faire à peu près à n'importe quel moment de l'année pour intégrer déjà ces différents enjeux, donc en projet neuf, mais aussi en projet de réhabilitation du bâti. Dernier sujet que je voulais évoquer, donc je vous parlais de deux documents qui vont prochainement sortir, réalisés par le groupe biodiversité urbaine de l'UPGE.
Donc, le premier, on était plutôt sur la méthodologie et le retour d'expérience. Le deuxième concerne les labels immobiliers. Tout à l'heure, on parlait de réglementation, mais c'est l'autre volet, hein, le volet engagement volontaire, et c'est important de pouvoir faire un point sur les labels des uns et des autres. Donc, oui, c'est ça, effectivement. On n'est pas là, comme vous le dites, Pierre, on n'est pas là dans l'aspect réglementaire. On est plus dans l'aspect engagement des acteurs de l'immobilier. On a souhaité, avec le groupe de travail, faire ce document de synthèse qui se veut totalement objectif et factuel. Vous verrez quand vous prendrez connaissance du document, mais on ne donne pas l'UPGE en tout cas ne donne pas son avis. On présente uniquement donc les différents labels qui existent avec deux grandes familles finalement. Les deux premiers qui sont le label HQE et BRIM qui traitent une partie, qui traitent un sujet plus global de développement durable et d'environnement et parmi ces sujets-là traitent de la biodiversité. Et deux autres labels qui sont le label Biodiversity et le label EFI Nature qui, eux, sont spécifiquement dédiés à la biodiversité. On pourrait dire qu'on a une approche globale qui est assez similaire sur ces deux labels, mais ils ont aussi leurs spécificités. Donc, c'est ce qu'on a voulu aussi mettre en avant dans ce document, donc sur les labels. Voilà. Il vous reste à peine une minute. Ah bah voilà, très bien. Voilà, je suis passé très vite. Je n'avais pas répété sur le timing, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Alors, il y a des questions, hein, et on y reviendra tout à l'heure, mais on va tout de suite donner la parole à Valentin Mogard et Romain Marten, chef de projet bas carbone et résilience de Novabuild. Toujours un peu dans les engagements volontaires, là, ce n'est pas un label, c'est une démarche un petit peu particulière que vous avez engagée pour Novabuild avec la Ligue de protection des oiseaux. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux prend la parole. Moi, je vais peut-être commencer, Romain, du coup. Vas-y, Valentin. Oui, moi, je ne vais pas vous présenter le concret des clauses, mais je vais vous présenter un petit peu comment on en est arrivé à rédiger de telles clauses. En fait, nous, on considère que l'anticipation, elle est essentielle pour la prise en compte de la biodiversité dans un projet, parce que pour qu'une telle démarche soit un succès, donc à la fois en termes de gain et de maintien de la biodiversité, et à la fois en termes de bon déroulé des opérations d'aménagement, c'est vrai que c'est mieux si on a un accompagnement dès les phases de conception et ensuite sur l'ensemble des phases du projet, donc un petit peu comme vous l'a présenté dans sa frise Alexandre. Et donc, c'est dans cette idée-là que nous, on a essayé de trouver un moyen avec Novabuild, on les a contactés pour voir comment on pouvait permettre cette prise en compte en amont de la biodiversité dans les projets de construction et de rénovation. Et donc, au fil des discussions, on en est arrivé à l'idée d'élaborer des clauses qui peuvent être intégrées dans une consultation d'aménageur ou une maîtrise d'ouvrage. Tout à fait. Et donc, on remercie beaucoup la LPE de nous avoir donné cette sollicitation qui nous a permis d'engager des réflexions. Alors, d'abord avec un processus parallèle qui s'appelle la clause verte, qui est hyper intéressant. Donc, c'est laclauseverte.fr avec énormément de clauses liées au marché public que je vous invite à aller consulter. Et ils nous ont indiqué qu'il n'y avait pour l'instant aucune clause liée à la biodiversité. Donc, ça nous a motivés pour commencer à les formaliser. Alors moi, j'ai fait un premier jet avec tout ce que je trouvais dans les référentiels dont a parlé Alexandre tout à l'heure. On a sollicité Camille Jarry du cabinet Fidal, qui est administratrice de Novabuild, et qui nous a rapprochés de l'UPGE. Et donc, avec Alexandre Delamarre et Hélène Soyer, et Camille Jarry, et Olivier Horieux et Philippe Brismer de la LPO, on a pu faire une petite réunion pour essayer d'analyser ces clauses et de les améliorer. Ensuite, on a eu Indigo aussi, donc, qui est aussi administrateur, enfin, en tout cas, Charline de Matteo est administratrice, elle nous a rapproché d'un de ses collègues, Rémi Dugoujon, qui a apporté des améliorations à ces clauses-là. Donc, ces clauses, elles se divisent en trois parties. D'abord, le précadrage écologique ou le diagnostic flash dont parlait Alexandre Delamarre tout à l'heure, avec quelque chose d'assez simple, entre guillemets, avec juste des compétences de validation de la personne qui intervient, avec un cahier des charges assez succinct
pour que ce diagnostic puisse être fait le plus en amont possible de l'opération afin que les enjeux majeurs soient identifiés dès le départ. Et une fois qu'on a ça, pouvoir missionner un diagnostic écologique plus approfondi du site, toujours avec cette histoire de compétences et de cahier des charges, qui est lui un peu plus élaboré, avec une page A4 qui vient détailler le contenu des livrables de ce diagnostic. Et puis enfin, pour sécuriser la prise en compte de ces éléments de diagnostic dans toute l'opération, à la fois dans la phase conception, dans la phase chantier et dans la réalisation et dans le côté effectif de la mise en œuvre, cette compétence d'accompagnement qui peut être demandée dans un règlement de consultation, donc plutôt axé sur la notion de compétence et puis grosso modo les grands axes liés à cet accompagnement. Donc pour vous donner un exemple très rapide, c'est des clauses que vous pourrez télécharger, je vais vous présenter très rapidement les sites tout à l'heure. Donc vous avez quelques éléments liés à la compétence. On se rapproche évidemment de l'OPQIBI qui permet d'avoir une dénomination très claire de la qualification des personnes qui interviennent. Et puis, s'il n'y a pas cette OPQIBI, on oriente vers des gens qui ont une formation initiale ou bien qui ont déjà élaboré des opérations avec les référentiels EFI Nature, Biodiversity ou d'autres référentiels équivalents. Et donc, avec cette proposition de précadrage écologique avec 3 points pour ce précadrage. Je vous laisse lire, mais en tout cas, ces clauses, vous pouvez aller les retrouver sur novabuild.fr et sur laclauseverte.fr. Et voilà, n'hésitez pas à aller les consulter. Merci à tous les deux. On va tout de suite poursuivre. Le temps d'échange aura lieu à 12h10. Et donc, continuez à poser vos questions. Je vous informe que si nous n'avons pas le temps de répondre verbalement aux questions, on a avec nous en ce moment, en back-office, Amélie Boiteux et Maud Chapalin du Conseil régional des Pays de la Loire qui se feront fort de réaliser pour vous une foire aux questions, un FAQ complet et qui sera envoyé à l'ensemble des participants. Alors, j'appelle tout de suite maintenant, on va passer un moment d'expérience avec 3 retours d'expérience particulièrement intéressants et on commence d'abord par un retour d'expérience réglementaire. On était sur la question réglementaire tout à l'heure et tout ne relève pas de l'État. Un certain nombre de choses relèvent des collectivités et je vais appeler tout de suite Mathilde Renard de Nantes Métropole qui va nous faire alors chargée de mission transition écologique biodiversité à la direction animation de la transition écologique de Nantes Métropole. Vous allez nous faire un petit point sur les démarches et comment est-ce que cette question de la biodiversité va être intégrée demain dans les documents d'urbanisme. Vous avez peut-être vu que dans les dialogues, on est arrivé assez vite sur les documents d'urbanisme. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend à Nantes Métropole ? Est-ce que c'est si facile que ça et quelles seront les choses à mettre en œuvre demain pour les acteurs de la construction quand ils auront à réaliser des projets sur Nantes Métropole. À vous la parole, Mathilde. Oui, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Ça marche, parfait. Alors, j'attends le diaporama. Qui ne devrait plus tarder, sauf si... Alors, jusqu'à maintenant, on n'a eu aucun problème technique, Manon. On continue, c'est fluide. À vous la parole. Voilà, donc effectivement, je suis chargée de mission biodiversité et transition écologique au sein d'une direction d'animation de la transition écologique et je vais vous parler de la démarche qu'on commence tout juste de construction d'une charte chantier durable et plus spécifiquement des clauses biodiversité en phase chantier. Donc, cette démarche, elle s'inscrit dans un contexte un peu plus large qui est celui du schéma de promotion des achats responsables avec un objectif de vraiment développer les démarches exemplaires dans la commande publique et de sensibiliser, de mobiliser à la fois en interne, mais aussi auprès des entreprises, des fournisseurs avec lesquels on travaille. Cette charte chantier durable, elle est construite autour des 5 enjeux de la transition écologique que j'ai remis à l'écran, qui balayent aussi bien la biodiversité, le climat, l'agriculture, la santé, l'économie des ressources. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir capitaliser les démarches qui sont déjà mises en place, de pouvoir homogénéiser les outils qui sont déjà utilisés
les développer et avoir vraiment des outils communs et partagés, donc, par exemple des clauses types à inscrire dans les cahiers des charges, des réflexions communes sur les critères d'évaluation des offres, des documents type fiche d'application des clauses pour avoir un espèce de mode d'emploi en interne aussi de ces outils. La charte, elle est construite autour de 3 niveaux d'engagement. Le premier niveau qui est plutôt réglementaire, enfin, on l'a vu dans les présentations précédentes, hein, la réglementation, elle s'impose à nous, mais c'est important de rappeler ce qui s'impose à nous. Dans ce socle-là, on met aussi ce qu'on considère, nous, comme des bonnes pratiques, donc qui vont parfois au-delà du réglementaire, mais qu'on considère comme indispensables dans les pratiques de Nantes Métropole. Le deuxième niveau d'engagement, on est plutôt sur de la démarche exemplaire et volontaire qui vont un peu plus loin que ce qu'on fait habituellement. Et puis, le troisième niveau, qui est le plus engageant, qui est plutôt du domaine de l'expérimentation et de l'innovation. Donc, la première étape de la démarche, on a souhaité se concentrer sur la phase chantier. Donc, voilà, je parlerai que de ça pour l'instant, mais ça permet de montrer comment ce processus peut aussi prendre du temps dans une collectivité comme Nantes Métropole. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'on a essayé de travailler dans ces prescriptions biodiversité en phase chantier. On a déjà pas mal parlé du diagnostic écologique ou du pré-diagnostic. C'est une vraie question, nous, sur cette phase chantier, en amont des chantiers, sur le fait de préserver des zones dans lesquelles il n'y aura pas de circulation, pas de dépôt de matériel, pas d'intervention, toutes ces zones qui présentent un intérêt en termes de biodiversité. La question des arbres aussi à préserver pour construire autour des arbres existants et pas abattre les arbres. Il y a la question du phasage et de la planification du chantier, notamment en lien avec le cycle de vie des espèces. Tout ce qui va être aussi limitation des pollutions, donc les rejets de pollution, mais aussi la pollution lumineuse, la pollution sonore, les questions de préservation des sols, la question des compétences aussi, avec le fait d'avoir une personne référente biodiversité qui va suivre le chantier. Et puis d'autres choses comme la gestion des espèces exotiques envahissantes ou des espèces allergisantes sur le chantier. Alors, quelques retours d'expérience là sur à l'issue de ces premières propositions, comment ces propositions sont accueillies en interne et les premiers dialogues qu'on a dans le groupe de travail. Une vraie question sur le diagnostic et l'expertise écologique, hein, ça a été dit, on le voit bien dans les questions. Ça fait écho, nous, à une démarche qui a fait l'objet d'une délibération en 2019, qui est celle de la démarche éviter, réduire, compenser, qui a aussi été rappelée. Mais voilà, on se dit finalement, en dehors du cadre réglementaire strict des études d'impact, est-ce qu'on impose un pré-diagnostic écologique pour tout type de projet? Si ce n'est pas pour tout type de projet, pour quelle typologie de projet? Est-ce que c'est des critères de surface, d'impact? Enfin, voilà, une vraie question autour de la mise en œuvre concrète de cette démarche éviter, réduire, compenser. On a dit aussi à quelles compétences ça fait appel. Est-ce qu'on a suffisamment de compétences en interne à mobiliser? Est-ce qu'il faut faire appel à des entreprises, des prestations externes et donc monter aussi tous les marchés qui vont bien pour faire appel à ces prestataires externes? Et puis, comment on mobilise? C'est aussi une opportunité de mobiliser toutes les connaissances qu'on a en interne. Donc, on a un atlas de la biodiversité. On a construit des couches d'alerte qui permettent de finalement faire des portées à connaissance en amont des projets pour dire, voilà, en l'état actuel des connaissances, il y a une espèce protégée a priori sur le site, il y a des habitats d'intérêt. Donc, comment on anticipe tout ça avant la réalisation des travaux et pour pas avoir de mauvaises surprises ou de bonnes découvertes en l'occurrence, mais qui viendraient contraindre l'avancement du projet. Sur tout ce qui découle en termes de préservation des zones biodiversité, des arbres, ce qui remonte, c'est qu'on est très fort en prescription, mais qu'on ne sait pas comment suivre tout ça. Donc, c'est un vrai problème de contrôle de la réelle préservation de ces zones, de la protection des arbres, par exemple, en phase chantier. La question de la réglementation, donc on l'a rappelé aussi, mais je le redis quand même, c'est comment, dans ces documents, on s'assure de la bonne prise en compte des espèces protégées et des habitats associés. Comment on joue aussi sur l'aspect réglementaire dans des documents assez généralistes comme ça, qui peut varier entre les espaces publics et les espaces privés. On s'est posé la question notamment sur la question des produits phytosanitaires. Comment on gère les réglementations qui peuvent se confronter. On a eu des échanges, par exemple, sur les clôtures, où on voulait aménager des passages à faune, mais qui posent des questions sur l'accès aux enfants et la réglementation sur le risque pour les enfants.
Une contrainte forte qui apparaît sur le respect du cycle de vie des espèces, qui contraint fortement les calendriers de chantier. On se dit, finalement, si on prend en compte toutes les espèces qui sont présentes, on a très peu de temps pour intervenir. Sur la communication, la formation, c'est les difficultés liées à une rotation importante de personnel, des personnes qui ne parlent pas forcément français, comment aller au-delà aussi d'un simple affichage sur le chantier. Et d'un point de vue technique, la question des sols aussi est pas mal revenue, puisque c'est finalement, j'ai mis expérimentation avec un point d'interrogation. Est-ce que on a déjà un génie écologique qui est suffisant pour gérer le réemploi des terres en place, gérer la logistique, les plateformes de déplacement, de stockage des terres, qui posent des vraies questions dans la gestion du chantier. Donc voilà pour rapidement ces quelques retours d'expérience. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir tester quelques-unes de ces clauses dans un marché en 2023. Donc voilà, on espère que ça portera ses fruits. Et on a une des questions qui est sur la date de disponibilité de cette charte. Alors, elle est en cours de construction. Je me tourne vers ma collègue qui est présente aussi, qui pilote la construction de cette charte. À partir ça va être au fil de l'eau, en fait, selon les différents types de clauses qu'on intègre, parce qu'on a des choses aussi sur les déchets, sur l'eau, sur le bruit, sur plein de choses. Il y a aussi l'objectif d'avoir un… Oui. Et ce sera avant ou après l'expérimentation? En fait, est-ce que vous allez démarrer l'expérimentation charte acquise ou est-ce que la charte pourra continuer à être modifiée après les expérimentations? Oui, l'idée, c'est que ce soit un document qui vive au cours du temps, qui s'enrichisse aussi des expérimentations. Donc, voilà, c'est pas l'idée de valider un outil unique en 2023, c'est plutôt d'avoir quelque chose qui s'ajoute, qui se construit avec des nouvelles clauses au fur et à mesure et des clauses adaptées en fonction des retours d'expérience. Et on voit que dans le public, on a à peu près 200 personnes en ce moment avec nous. On a pas mal de vos collègues d'autres métropoles. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec eux pour savoir comment est-ce qu'eux, ils procèdent et s'ils ont des démarches différentes qui vont plus loin, moins loin que vous? Oui, il y a eu pas mal de contacts avec d'autres collectivités pour savoir un peu ce qui se faisait déjà. Alors plutôt à nouveau dans la démarche plus large du schéma de promotion des achats durables. Sur la biodiversité, on débute tout juste, donc on n'a pas plus que ça fait de retour d'expérience. Mais effectivement, ce sera intéressant de savoir s'il y a des chantiers exemplaires qui ont été mis en place, quelles ont été les difficultés ou les succès de ces chantiers-là. J'invite les porteurs de projets dans les métropoles à rentrer en contact avec nous pour les prochains épisodes, puisque je vous ai dit qu'on allait faire un cycle de rencontres pour qu'on puisse enrichir les autres des différentes expériences. Et je vous remercie beaucoup, Mathilde. Et on va poursuivre avec donc maintenant un retour d'expérience porté par un promoteur. Et j'appelle Marion Dupoué et Franck Gourdel du groupe CISN à nous rejoindre sur scène et à venir nous présenter ce retour d'expérience d'Etika, 80 logements en collectif, et qui est sur la ZAC Champ de Manœuvre à Nantes. Donc voilà, Marion Dupoué qui vient de nous rejoindre et Franck Gourdel qui ne devrait pas tarder. Je vous donne la parole pour 10 minutes. Oui, merci Pierre-Yves. Bonjour à toutes et à tous. Donc Marion Dupoué, moi je vais intervenir donc, pour le compte du groupe CISN en tant qu'opérateur immobilier en partenariat avec Franck Gourdel. Donc nous, l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter la manière dont on peut intégrer le volet biodiversité dans une opération de construction de logements neufs, donc de la phase conception à la phase livraison. Quelques lignes peut-être pour introduire et pour poser le cadre de présentation de l'opération avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc, ce que disait Pierre-Yves, c'est une opération qui se situe donc ZAC Champ de Manœuvre dans le secteur bois sauvage, donc qui a été initiée par Nantes Métropole Aménagement. C'est une opération qui est en cours de conception, donc l'objectif étant de déposer un permis de construire à l'été. On est accompagné sur cette opération donc, par une équipe de maîtrise d'œuvre pilotée par l'agence Dumont-Legrand, avec donc, des bureaux d'études fluides environnementales donc, représentés par Indigo, un paysagiste évidemment atelier jour et un OPC, un bureau d'études structure. Et on est aussi accompagné donc, par des AMO sur deux thématiques fortes du projet, à savoir la construction hors site, donc avec notre AMO qui est très hors site, et le volet biodiversité dont on parle aujourd'hui. Et sur ce volet-là, on est accompagné par la Ligue des protections des oiseaux des Pays de la Loire. Donc rapidement, donc c'est une opération de 80 logements qui se divise en deux bâtiments, dont un avec sous-sol. Donc on a du logement libre et du logement qui sera commercialisé en BRS.
Dans les grandes ambitions que porte le projet, donc on a évidemment la préservation de la valeur environnementale du site qu'on va vous montrer dans un second temps, l'augmentation si possible de sa biodiversité, l'insertion du projet entre les racines. Donc là, c'est vraiment de se dire comment on insère un projet sans toucher à ce site qui, vous le verrez dans un second temps, relativement exceptionnel. La réalisation de logements de qualité, évidemment, la sensibilisation des habitants à la biodiversité, et naturellement la limite de l'impact environnemental des bâtiments, sachant qu'en fonction des bâtiments, on n'a pas les mêmes objectifs environnementaux. Donc sur le bâtiment A, qui est le bâtiment qui va comprendre un sous-sol, on est sur des niveaux en E3C1 avec un niveau équivalent au niveau 2 biosourcier, et sur le bâtiment B qui est plus petit et donc qui n'a pas de sous-sol, on serait sur de E2C2 avec un niveau de biosourcier, donc niveau 3. Pour la petite histoire, on avait aussi dans les ambitions initialement la volonté d'obtenir le label biodiversité, donc qui a été évoqué précédemment. Et en fait, en pratique, on s'est rendu compte que le site a une qualité tellement forte, naturelle, avec une absence totale de surface imperméabilisée, qu'on n'est pas capable d'apporter une valeur ajoutée assez importante pour obtenir donc ce fameux label biodiversité. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais prendre le relais pour présenter justement le site qui est vraiment exceptionnel. Donc, on le voit, on est dans un environnement boisé avec des aliments d'arbres de haut jet qui sont issus des haies bocagères qui préexistaient et qui se sont développées de manière importante. On a un terrain qui est humide avec une nappe phréatique qui est subaffleurante. Alors, il n'y a pas de zone humide sur le lot qui est dédié à la construction, mais juste au nord-est, on en trouve une grande. Donc, on le voit, c'est un environnement qui est vraiment baigné par l'eau. Et ce qu'on trouve aussi sur le site et à proximité, ce sont de nombreux mammifères, oiseaux ou reptiles, dont les chauves-souris. Donc, il y a cet enjeu de préservation. Et donc, de par ces contraintes, on le voit, ou ces aspects plutôt positifs, on voit que les zones constructibles sont finalement très contraintes. Et il va falloir que les bâtiments viennent s'implanter dans ce milieu à forte valeur ajoutée. Il y a un petit problème de PowerPoint. Ça n'avance plus? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Non, c'est bon. Donc, concevoir la biodiversité à long terme. Là, l'idée étant de faire un petit focus donc, sur la méthodologie. Donc, ça va venir faire écho aux propos de Romain Martin et Alexandre Delamarre sur cette fameuse frise en termes de temporalité. Donc là, dans un premier temps, nous, on a été accompagnés par la LPO sur le volet de la conception. Donc ça s'est traduit par des visites de site, par la participation à des réunions de conception avec l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre, par la production de ce fameux diagnostic, donc un rapport qui fait état d'un grand nombre de préconisations donc adaptées au site, et ça s'est également traduit par la validation de la LPO, de la proposition que nous on a fait sur le volet paysager. Dans un second temps, donc là on arrive plus sur la phase construction, donc chantier et jusqu'à la livraison du bâtiment. On a toute une phase de sensibilisation des habitants, donc toujours pilotée via des ateliers par la LPO, avec un atelier donc dit atelier nature qui est vraiment un atelier qui prendra, alors peut-être le premier qui viendra s'installer dans le processus, qui est vraiment la sensibilisation aux enjeux de la biodiversité donc sur le site. Et un second atelier donc, qui, je pense, arrivera plus à la fin de l'opération, voire à la livraison des logements, qui est le réemploi du bois, avec vraiment des actions pratiques qui peuvent tourner autour de, je ne sais pas, la construction de mobilier, la construction d'hôtels à insectes, ou toutes ces choses-là. Donc, l'objectif du projet architectural et paysager, c'est vraiment une co-construction avec la LPO sur la base des préconisations qu'ils nous ont transmises dès le début. Donc, le premier impact, c'est le projet architectural, parce qu'il est vraiment adapté au site, donc à la fois à la présence des haies existantes et des arbres, où bien sûr, on va venir implanter les bâtiments tout en préservant ces arbres et leur vie future, notamment au niveau du parking souterrain, puisque le parking souterrain, on va réaliser des berlinoises et pas des terrassements classiques pour préserver les racines. On a également fait attention à la position des vitrages, puisque, comme on le disait tout à l'heure, pour éviter que les oiseaux percutent les vitres des fenêtres, on a fait en sorte qu'elles soient implantées de telle manière qu'il n'y ait pas une perspective. Également, donc, on a tenu compte des boisements existants pour implanter les accès sans dégrader cet environnement, que ce soit l'accès du parking ou les accès piétons pour arriver aux différentes cages d'escalier des bâtiments. L'objectif aussi, c'était de diversifier les milieux, de créer des habitats autour des bâtiments et sur les bâtiments,
Donc, ça commence par la conservation des arbres morts dans les haies. Donc, lorsqu'il n'y a pas de problème de sécurité, on les conservera pour que ça soit des gîtes pour les oiseaux ou les insectes. On va mettre en place également des nichoirs sur le bâtiment. C'est un sujet à travailler très en amont parce qu'au début, spontanément, on pensait pouvoir les implanter dans les façades. On a des façades en ossature bois avec des isolants biosourcés. Donc, ça peut poser des problèmes d'humidité. Donc, on est toujours en réflexion sur le sujet pour trouver l'emplacement le plus adapté qui convienne à la fois à la pérennité du bâtiment, mais aussi à un bon usage de ces nichoirs. Et enfin, c'est le volet traitement des eaux pluviales où on va venir créer des bassins d'infiltration de surface assez importante, mais peu profonds, qui vont être propices à l'implantation de différents végétaux qui eux-mêmes vont favoriser la vie des amphibiens sur le site, notamment la salamandre et le triton. Pour ce qui est du projet paysager, là aussi, bien sûr, il va être adapté. Donc, on va préserver les haies, mais on va aussi en implanter d'autres. Donc, à la fois des haies mortes, mais aussi des haies vives. Donc, pour faire des corridors favorables à la biodiversité, mais également que ce soit des espaces nourriciers et des espaces de reproduction. Enfin, il y aura tout un volet aussi de gestion adaptée des prairies, donc les prairies, les clairières tondues, avec un fauchage tardif et la volonté de laisser les graines se développer pour que ce soit vraiment les espèces du site qui s'implantent. Et l'objectif du projet végétal, c'est qu'à la fois, on vienne développer un projet végétal qui soit complémentaire avec ce qui existe, qui ne vienne pas en concurrence, mais aussi qui apporte beaucoup de nourriture pour la biodiversité. Et on arrive vers la fin. Oui. Slide. Le dernier slide, mais quand même très important, c'est le chantier, puisqu'on sait, ça va être un chantier où il faudra vraiment beaucoup de pédagogie envers les entreprises. Donc, bien entendu, on va protéger l'existant, donc protéger les arbres, les haies, avec des dispositifs adaptés. On va aussi, avant de décaper le terrain, évacuer, mais de manière méthodique, tous les couches superficielles pour préserver les animaux qui s'y trouvent. On va également notamment préserver une bande d'herbe en périphérie du chantier pour que les animaux puissent y trouver des refuges. Le plan d'installation de chantier a été pensé en amont pour cela, avec 2 grues notamment. Et donc se pose également la question de la construction hors site, qui était vraiment le point de départ du projet. C'est pour ça qu'on a souhaité s'engager assez loin dans cette démarche pour éviter de venir trop empiéter sur les espaces de pleine terre et compacter le sol. Et enfin, donc la sensibilisation des entreprises avec peut-être, mais sauf qu'on y réfléchisse, l'intervention d'un écologue ou d'un référent biodiversité sur le chantier, parce qu'on sait que ça va être l'enjeu le plus fort du projet. Merci beaucoup Franck Gourdel et Marion Dupoué du groupe CISN pour la présentation de ce projet qui est donc encore en conception et de le voir sur certainement visite de chantier avec Novabuild dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et on va sans transition, enfin en tout cas avec une transition un peu comme tout à l'heure sur les métropoles, indiquer qu'on est preneur aussi bien à Novabuild qu'à la région Pays de la Loire de retour d'expérience d'acteurs, maîtres d'ouvrage comme des bailleurs sociaux ou des promoteurs sur des expériences similaires pour voir un petit peu comment chacun met en place des projets comme cela. Et justement, on a là un retour d'expérience un petit peu plus ancien, et je vais appeler Yves Lemoine de Podelia tout de suite à me rejoindre sur scène pour nous présenter le retour d'expérience des Eliades, qui sont 70 logements sociaux qui ont été livrés en 2017. Donc là, on va pouvoir voir sur le long terme comment est-ce que l'on a procédé. Alors, je me retourne vers la technique. Ah ben voilà, Yves Lemoine arrive. Vous avez la parole pour une dizaine de minutes. Merci, bonjour à tous. Donc maintenant, je vous propose de parler du retour d'expérience, donc du coup d'un projet qui a été labellisé Biodiversity, un label dont on a fait référence tout à l'heure et qui donc a été livré en février 2017. Donc on a maintenant une expérience de 5 ans sur le sujet. Donc rapidement, Podelia, donc on est bailleur social sur la région des Pays de la Loire. On gère environ 27 000 logements répartis sur l'ensemble de la région. Moi, je suis responsable d'une régie de travaux qui est référente au niveau de biodiversité sur le site, car nous avons aussi l'expérience en interne d'avoir nos propres équipes intervenant sur les espaces verts.
Donc, les Héliades, bien sûr, est un site qui est géré par nous-mêmes. Donc, sur ce site-là, un petit peu en quelques mots, vous avez le loisir de lire ce petit texte. Il faut savoir que ce site donc, a commencé à être conçu dans les années 2013-2014 avec un fort projet d'échanges sociaux, de mise en avant justement de tout ce qui est habitat social, avec dès le début, je dirais le choix d'intégrer sur ce projet un jardin collectif participatif, d'impliquer l'ensemble des résidents également à terme sur le projet, avec la difficulté de ne pas pouvoir impliquer les résidents au moment de la conception du projet, car nous ne savons pas après s'ils seront habitants ou non du site. Voilà. Donc, c'est quelques chiffres qui vous permettent un petit peu de prendre un petit peu la mesure du projet. Donc, 57 logements locatifs. Donc, dans les objectifs, donc c'était bien sûr la biodiversité, la gestion de l'eau, respect du climat, mais également le cadre de vie. Et puis, que ce projet rentre dans un système de pédagogique et je dirais vraiment de lien social. Et également, ce qui est important pour nous, c'est de faire des projets réplicables sur notre territoire. Donc, concernant la biodiversité, donc lors de la mise en place du projet, donc quelque chose qui est très important et le label Biodiversity le met en avant, c'est vraiment la présence d'un écologue de A à Z sur le projet, c'est-à-dire que l'écologue va réaliser un inventaire en amont de la conception et de la création pour établir le permis de construire, pour établir les différents éléments et également pour accompagner en tout cas l'entreprise dans sa démarche. Donc, il a pu faire un inventaire des différents points forts existants sur le site et également des points faibles pour pouvoir améliorer et développer la biodiversité sur ce site-là. Donc, voici, je dirais, les esquisses et les prémices du projet, puisque ce sont les présentations qui ont été faites pour le permis de construire. Et puis, maintenant, je vous propose d'aller se promener du coup sur le site. Donc, voici le site qui a été livré donc en mars 2017. Donc, avec l'implantation du jardin partagé sur votre gauche. Voilà, donc la création qui a été réalisée, le respect également des saisons pour l'implantation des différents végétaux, donc très important. Il faut savoir que ce site se situe également sur un espace assez important puisque auparavant c'était un ancien aéroport donc sur Angers et du coup tout le plateau, ce qu'on appelle le plateau de la Mayenne ou le plateau des Hauts-de-Saint-Thomas a été repensé et redynamisé pour que la partie environnementale soit forte avec une trame verte, avec une coulée, avec des espaces entre les résidences qui respectent cette biodiversité. Et le site est positionné à côté du parc Terra Botanica. Donc, un an après, en fait, voici le développement du jardin qui a été réalisé. Donc, c'est une vue qui est prise de la toiture. Décembre 2021, donc on a la vue là en hiver. Puis la vue qui a été prise donc semaine dernière. Donc avec, vous voyez, donc un site qui est vivant, un site qui se développe progressivement, donc avec des choix de végétaux également, avec un choix de végétaux qui limite aussi les usages. Enfin, on choisit des végétaux qui limitent je dirais l'entretien. De façon aussi à faire aussi un entretien raisonné. Il vous reste 3-4 minutes. Tout à fait. OK. Donc, on continue. Donc, ça, c'est l'entrée du site. Donc sur la gauche, en fait, derrière nous, donc on a un parc, un champ. Voilà. Et sur la droite, il y a encore des nouvelles constructions qui sont en cours de réalisation et en démarrage. À l'arrière du site, du coup, on arrive d'une grande espace vert, donc des allées dont je vous parlais tout à l'heure. Et en fait, on peut arriver par ce site par une espèce de champ ou petite prairie
donc en arrivant avec du coup ce petit jardin. Voilà, donc on est sur le jardin partagé, donc qui est aujourd'hui géré par un ensemble d'une dizaine d'habitants présents sur le site. Mais ce qui est très important aussi pour la pérennité des actions qui sont menées, c'est qu'il y ait une structure accompagnatrice en continu qui permet de mettre en place des actions avec les habitants pour maintenir la motivation en fonction des arrivées et départs des habitants, et puis pour maintenir l'intérêt du site pour son usage. Donc également sur ce site, il y a également des petits espaces de détente, de repos, de partage. On reste toujours sur le lien social. Il y a également des fruitiers qui permettent aussi d'avoir des temps de convivialité sur la récolte et puis le partage de fruits. Vous pouvez voir sur la gauche également les quelques nichoirs qui sont positionnés stratégiquement sur les conseils qu'on a pu avoir de la LPO ou des écologues, puisque ces nichoirs ont été positionnés à différentes hauteurs sur le site de façon à pouvoir héberger différentes espèces d'oiseaux. Concernant la gestion des eaux pluviales, donc sur ce site, il a été choisi de collecter l'ensemble des eaux pluviales dans une fosse enterrée dessous le jardin partagé, et de mettre cette eau à disposition donc pour pouvoir l'utiliser via une fontaine telle qu'elle est présentée, telle qu'elle est prise sur la photo. Donc, une autre particularité au niveau de la biodiversité sur ce site, c'est la présence en toiture, évidemment une toiture végétalisée. Donc, vous pouvez apprécier, je dirais, au bout de 5 ans, la végétalisation qui est quand même relativement correcte et sans entretien particulier. Et la présence de nichoirs à insectes, que ce soit donc les bûches de bois ici, ou alors carrément un tronc d'arbre qui a été posé sur le site. Sur ce site-là, on a également implanté des ruches, de façon à pouvoir aussi permettre à l'association Histomiel, qui est une association d'étudiants, d'implanter différentes ruches sur différents toits de résidence. Et ce site était tout à fait pertinent pour cette réalisation. Un retour d'expérience concernant les végétalisations de façade. Donc, il faut être très vigilant sur tout ce qui est montée de végétaux sur les façades. Il faut que ça soit bien géré, bien calé. Ici à gauche, on est plutôt gêné par les végétaux qui vont gêner le contrôle d'accès d'ouverture des portillons. Par contre, à droite, voilà, donc la zone est bien respectée et la végétation évolue bien. Il vous reste moins d'1 minute. Donc sur ce site-là, les locataires également développent également leur propre biodiversité et continuent également à fleurir leurs petites terrasses. Au niveau des expériences également en clôture, donc ça, on est sur le niveau du parking. Donc sur la gauche, on voit que la végétation s'est bien développée, tandis que sur la droite, donc celle-ci est plus limitée. Donc cela redemande également des replantations régulières, de façon à ce qu'on puisse pérenniser et faire évoluer ces plantes grimpantes. Et donc, faut bien prendre en compte les problèmes d'exposition pour bien faire, et les choix de végétaux sont très importants. Voilà, donc voilà le chemin qui nous permet de quitter le site, et j'espère que vous avez passé une visite agréable. Merci beaucoup Yves Lemoine. Donc vous êtes responsable du service régie des travaux à Podelia, et pendant que les autres intervenants nous rejoignent, j'ai une première question. Vous avez d'autres sites à gérer à Podelia. Ici, est-ce que c'est plus complexe de gérer ce site-là au quotidien aujourd'hui que les autres ? Non, pas du tout. Même au contraire, parce qu'il y a vraiment un sentiment d'appartenance de la part des locataires, puisqu'on les a impliqués entre autres dans le jardin partagé. Et c'est plus complexe presque parce qu'ils sont plus attentifs à ce que le site se développe et soit bien entretenu. Par contre, on est beaucoup plus, à l'aise par rapport à la gestion zéro phyto, et une meilleure tolérance aussi sur l'entretien des espaces. Et au bout du compte, qui est-ce qui gère les espaces et est-ce qu'il y a un surcoût ? Alors, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, donc on a un coût moyen d'entretien de 5 400 € à l'année.
Donc, ce qui fait à peu près un peu moins de 10 € par mois et par client. C'est des ratios qu'on a sur nos différents sites. Et vous, ce serait à refaire, vous le referiez? Ah oui, sans problème, puisque ça, il n'y a pas de contrainte au niveau entretien, je dirais, dans la durabilité du projet. Au contraire, ça permet de mettre en avant la biodiversité, ça permet d'avoir un appui sur le développement de nos sites et les rendre agréables. Après, le coût de mise en œuvre est plus important parce que la démarche de l'écologue et la démarche biodiversity est importante. Et également, la création de liens sociaux est quelque chose d'assez assez gourmand en temps et en mise en œuvre. Alors, toujours avec vous, Yves Lemoine, mais aussi peut-être pour Franck Gourdel, on a eu une question tout à l'heure d'un maître d'œuvre qui se dit j'ai envie de convaincre un maître d'ouvrage, donc vous êtes tous les deux maîtres d'ouvrage, et quels sont les arguments qu'il faudrait qu'on utilise vis-à-vis de vous pour arriver à vous convaincre de faire un peu ce pas de côté-là sur la biodiversité? Franck. C'est compliqué de répondre parce que nous, on est assez convaincus finalement, et c'est quelque chose qu'on souhaite faire sur tout notre projet. Pourquoi on ne le faisait pas avant? C'est parce qu'on n'avait pas cette sensibilisation, je pense. Il a fallu qu'on soit sensibilisé à la démarche et qu'on se rende compte que sur toutes les opérations, on peut faire quelque chose, des efforts, pour qu'on vienne dans ce sens-là et puis dans cette volonté de le développer sur tous les projets. Mais en tout cas, nous, maintenant, on est convaincus, on va essayer de le mettre en œuvre autant que faire se peut. Et alors, chez vous, chez Podelia, quel serait l'argument choc? Ouais, pour moi, c'est une évidence et il faut absolument penser l'avenir. Aujourd'hui, je pense qu'on a suffisamment fait de mal à notre planète, et si on a la possibilité d'apporter du bien-être à la planète, d'améliorer, je dirais, nos espaces, eh ben, il faut saisir l'opportunité et ça doit être une évidence pour tout le monde. Merci. Alors, un autre sujet qui a beaucoup été l'objet de débat au début, c'est sur le diagnostic, pré-diagnostic, diagnostic flash. Est-ce bien nécessaire de faire un diagnostic flash alors qu'on peut faire un diagnostic complet? Alors, Alexandre Delamarre est venu nous rejoindre. Peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent répondre à ça. Oui, j'ai répondu rapidement dans le chat, mais ouais. J'ai répondu que c'était deux outils complémentaires et que ça n'avait pas forcément les mêmes objectifs. Bien sûr que, notamment du fait des aspects réglementaires et des espèces protégées, on ne va pas venir faire un diagnostic des oiseaux nicheurs en plein mois de décembre. C'est pas l'idée. Et d'ailleurs, les dossiers réglementaires ne seront pas validés par les services instructeurs pour ça. Mais le pré-diagnostic, c'est vraiment plus pour avoir cette approche amont. Et bon, vous le savez, en tout cas pour les porteurs de projets qui sont présents aujourd'hui, parfois vous n'avez pas forcément un timing de projet qui colle très bien avec les inventaires 4 saisons, pour commencer. Et il peut être intéressant dès le mois de, je sais pas, n'importe quoi, dès l'automne, de se préoccuper de ces sujets-là, de voir si on a des traces de nids, d'espèces protégées, pour anticiper aussi au mieux et compléter par des expertises et un diagnostic sur le printemps et l'été qui vont suivre. Donc, c'est vraiment deux approches complémentaires pour moi. Il y a la première qui n'est pas réglementaire et la deuxième, voilà, le diagnostic faune-flore dans le cadre d'une étude d'impact ou d'un dossier de demande de dérogation à espèces protégées qui l'est. Et Valentin, votre regard là-dessus sur le diagnostic flash? Le diagnostic flash, ça peut être important de le faire non seulement pour les porteurs de projet, mais aussi pour ceux qui vont réaliser le diagnostic derrière, pour orienter l'effort en fait. Parce que si en fonction de ce qu'on va voir, de ce qu'on va analyser sur le terrain comme habitat par exemple, ça va nous donner un petit peu les protocoles qu'on va devoir mettre en place et les différents groupes qu'on va devoir étudier. Et donc ça nous permet par exemple tout simplement de donner un devis qui est fiable, qui va, et puis aussi de nous organiser sur quand est-ce qu'on va devoir venir sur le terrain, qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Donc c'est aussi important pour ça, et puis ça se permet d'avoir une première idée pour le porteur de projet, de lui plus tard ce qu'il peut potentiellement mettre en place, parce qu'avec ce diagnostic flash, même si on n'a pas encore fait un diagnostic complet, on peut déjà avoir une idée de
de ce que peuvent être les résultats, même si ça va souvent être, enfin pas souvent, mais ça peut être assez loin des résultats concrets qui vont être derrière. Pour CISN et ou Podelia, est-ce que vous avez utilisé ces outils diagnostiques sur d'autres projets sans aller aussi loin que ce que vous avez fait sur les 2 projets que vous nous avez présentés? Lequel répond, Podelia? Yves Lemoine? Actuellement, là, on va démarrer un nouveau projet sur Beaucouzé, mais il n'a pas été encore réalisé de diagnostic. À noter également que l'intérêt dans le label Biodiversity, c'est que on a eu aussi des diags réalisés 1 an après la mise en service du site pour justement valider le respect des engagements. Ça, c'est important. Alors, il y a un autre aspect qu'on a abordé assez rapidement avec Amélie Lecoq, tout l'aspect réglementaire national et la notion de compensation. Il y a eu pas mal de questions là-dessus. Alors, Amélie, est-ce que vous pouvez nous redécrire, alors je crois que votre caméra ne fonctionne pas, mais on va vous entendre. Est-ce que vous pouvez nous redécrire un petit peu comment on procède avec cette question de compensation et puis le suivi des mesures? Alors, l'objectif de la compensation, c'est vraiment d'atteindre l'absence de perte de biodiversité, voire même de viser un gain de biodiversité. Ça a été rappelé dans le chat, c'est une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il appartient au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre de faire en sorte que les mesures compensatoires soient efficaces et elles doivent être suivies. Donc, les suivis sont prévus dans les arrêtés autorisant à déroger à la réglementation espèces protégées. Je rappelle que les 3 conditions cumulatives sont importantes. Donc, on n'est pas toujours autorisé à déroger. Il faut aussi avoir ça en tête. Et ensuite, on a une obligation de résultat. Les suivis peuvent être vérifiés par la direction départementale des territoires et de la mer, la DDT, DDTM, qui est en charge d'instruire les demandes de dérogation espèces protégées. Et ensuite, la police de l'environnement peut bien entendu faire des vérifications, des contrôles, donc l'OFB, police de l'environnement. Je pense que, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de travailler avec les écologues, qu'ils soient des associations de protection de la nature et de l'environnement ou des bureaux d'études, puisqu'effectivement, on est sur du vivant, on n'obtient pas toujours le résultat qu'on souhaite. L'idée, c'est de faire toujours au mieux et de s'adapter en permanence aux résultats obtenus. Alors, on a une situation un peu intermédiaire avec les chartes et je suis content que Mathilde Renard soit revenue nous voir parce qu'on a eu une question sur la rénovation. Est-ce que cette charte va concerner aussi la rénovation? Est-ce qu'on peut raisonner, et d'une façon un peu plus globale pour vous tous, est-ce qu'on peut raisonner de la même façon sur la rénovation et sur le neuf? Oui, alors nous, la charte, elle a vocation à être assez large, de toucher à la fois à la conception, à la construction, à la rénovation. C'est vrai que là, j'ai présenté le tout début du travail. On a souhaité commencer par cette phase travaux qui nous semblait aussi un angle d'approche assez intéressant parce que souvent, on parle beaucoup de la conception et on ne parle pas de ce qui se passe en phase travaux. Pour moi, ça ne fait quand même pas tout à fait appel aux mêmes compétences ou au moins dans la frise projet qu'on a vue, ce n'est pas au même moment. Il y a des vraies questions, nous, sur qui on mobilise soit en interne, soit en externe pour aller repérer les chauves-souris présentes dans un bâtiment. Cette idée de potentiel aussi, même si les espèces ne sont pas présentes, comment, lors de la rénovation, on évalue le potentiel que peut représenter un bâtiment pour la biodiversité. La question aussi qualitative il y avait aussi des échanges là dans le chat sur on fait une toiture végétalisée, mais entre une toiture des sédums et une vraie toiture qui va accueillir la biodiversité, comment on va plus loin? Voilà, donc sur cette question de rénovation, il y a pas mal d'enjeux. On n'a pas encore creusé la question, mais ça nous semble intéressant. Alors, ça me permet de vous proposer à l'ensemble des participants de répondre dans le petit onglet que vous avez en bas à droite, sondage, pour nous aider à prévoir les prochains numéros, et peut-être qu'il y a un prochain numéro qu'on fera spécifiquement sur la rénovation. Et je voulais demander à Valentin Mogard, LPO, d'après ce que j'ai compris, vous allez vous focaliser sur les diagnostics maintenant à partir de la rénovation plutôt que le neuf à la Ligue de protection. Ou alors j'ai une mauvaise information? C'est en fait, c'est possible qu'on intervienne encore sur du neuf, mais ça va dépendre d'un certain nombre de critères qui ont été définis au niveau national. Donc déjà, le premier critère, c'est que ça ne soit pas sur une zone naturelle ou agricole, parce que automatiquement, ça va venir impacter de façon forte la biodiversité. Donc il y a on va dire, une sorte
d'antinomie entre la favoriser et venir implanter des constructions sur ces espaces-là. Et également, on va intervenir que sur des projets qui vont vraiment chercher à aller très loin sur la question de la biodiversité, à réellement la prendre en compte, à anticiper cette question-là, donc vraiment sur des projets exemplaires. Parce qu'après, notre vocation aussi, c'est pas de venir accompagner tous les projets, mais c'est pas de faire de l'argent non plus, c'est vraiment d'aller sur des démarches exemplaires et de donner des exemples pour la suite, quoi. Et donc, on va être plutôt avoir tendance à accompagner des projets de rénovation ou de réhabilitation qui sont sur des bâtiments déjà existants et qui n'augmentent pas l'artificialisation des sols, qui a un impact énorme sur la biodiversité. Alors, Jean-Pierre Lafont nous dit que la non-artificialisation des sols est un élément déterminant et effectivement, ça peut être un des prochains sujets. Donc, n'hésitez pas à répondre au questionnaire dont on a besoin. On a besoin de vos réponses pour pouvoir préparer la suite. Et je voulais avant tout vous remercier toutes et tous, vous tous participants et intervenants pour ce débat passionnant. Et puis, je vais tout de suite donner la parole à Roland Marion, conseiller régional délégué à la transition écologique et à la transition énergétique, pour le mot de la fin, mais qui n'est qu'un début, si j'ai bien compris. À vous la parole, Roland. Merci Pierre-Yves, je suis presque gêné, embêté de prendre les 3 minutes qui restent pour parler un peu de la région, tant j'ai trouvé les présentations passionnantes et je vois bien dans les discussions, dans le chat, là, le nombre de questions très précises auxquelles malheureusement, évidemment, on n'a pas pu répondre. Vous n'avez pas pu répondre, mais ça montre une mobilisation et vraiment pour ça, Pierre-Yves, je voudrais remercier bien sûr Novabuild et toutes les équipes sur ce sujet hyper précis. Il rejoint en fait 2 grands axes, peut-être pas les principaux, ça n'a pas tellement de sens de dire ça, mais deux grands axes des politiques régionales. Le premier, c'est évidemment la qualité du bâti d'un point de vue énergétique, mais je pense que sur une question d'intégration de la biodiversité dans l'urbanisation, on a déjà quelque part dépassé la question simplement énergétique et on a repris nous-mêmes dans cet axe de la biodiversité, dans notre SRADET, le schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires, des engagements ou des perspectives 2030 et au-delà sur l'intégration de biodiversité ou de reconquête de la nature sur notre territoire. Donc vous savez qu'il est parmi les territoires ruraux plutôt en forte urbanisation et avec des taux d'urbanisation annuels qui sont plus importants que des régions équivalentes plutôt de province du territoire métropolitain. On en a un peu parlé, on a deux grandes contraintes, mais qui, de mon point de vue, sont aussi des opportunités. Premièrement, la stratégie nationale des aires protégées, qui vise à reconquérir 10% d'aires en protection forte sur le territoire des Pays de la Loire, enfin globalement sur le territoire de la France, y compris les DOMCOM, à l'horizon 2030. Et vous savez qu'on est en Pays de la Loire à 0,4%, ce qui est faible, avec un objectif de nouveau dans le SRADET d'atteindre 1%, donc multiplier par 2 les zones de protection forte, ce qui veut dire qu'on va aussi avoir des implications sur la capacité à bâtir, à construire sur ces zones de protection, et puis 30% en protection simple, je dirais. On est plus proche puisqu'on a déjà 28% de zones protégées en Pays de la Loire, mais c'est le premier objectif du SNAP, je pense, va vraiment être structurant sur la manière dont on intègre la question de l'urbanisation et du développement sur les Pays de la Loire. Et le deuxième, c'est évidemment le zéro artificialisation nette avec 2 objectifs à 2030 et 2050 qui vont nous poser un certain nombre de questions sur la manière dont on peut développer le territoire en prenant en compte les enjeux évidemment de biodiversité, mais aussi de développement économique et de développement de l'attractivité de la région en matière de construction neuve. Et le dernier point que je souhaite aborder avec vous, c'est la manière dont, sans doute avec vous, Pierre-Yves, et avec tous les gens qui sont impliqués, et dont j'ai reconnu aujourd'hui un certain nombre de participants, tant du côté des experts de la biodiversité que du côté du bâtiment, la stratégie régionale biodiversité qui arrive à échéance en 2023, fin 2023, et donc qui va devoir être reconduit 2024-2030. C'est-à-dire qu'on va avoir l'année 2023 pour intégrer cette question de biodiversité dans le bâti pour construire ensemble la nouvelle stratégie 2024-2030 et je compte sur vous, mais je sais que je peux compter sur vous et sur le dynamisme
Novaville, de pouvoir enrichir les débats qui, au cours de l'année 2023, vont permettre d'écrire des choses qui seront à la fois fortes, compatibles avec le développement et compatibles avec la biodiversité. Et je sais pour ça que vous pourrez rejoindre notre comité régional biodiversité. Donc, je ne sais pas si c'est vous directement, Pierre-Yves, ou vos équipes, ou sous quelle forme. Enfin, en tous les cas, dans notre comité régional biodiversité qui se réunit 2 fois par an et au moment duquel on réunit l'ensemble des acteurs impliqués dans la question de biodiversité, on aura un scope précis sur biodiversité et bâti. Et je vous remercie aussi d'avoir bien voulu accepter cette demande de la région et d'enrichir nos débats sur l'axe bâti et biodiversité. Encore une fois, bravo vraiment pour ce webinaire et pour les suivants qui, j'en doute pas, seront de nouveau d'une grande qualité. Je pense qu'il va laisser quelques déceptions, mais vous l'avez dit aussi, il va y avoir des réponses apportées au fur et à mesure du temps. Mais quand je vois le nombre de questions qui ont été posées sur le chat en direct, et des questions souvent très précises qui ne sont pas que des incantations, on a encore du boulot et finalement c'est très bien comme ça. Merci beaucoup, Pierre-Yves et Novaville. Merci Roland Marion et merci à toutes et à tous. Alors, il y a des questions précises, il y en a même qui sont arrivées pendant votre intervention et avec une demande précise au conseil régional sur des nichoirs à poser sur l'hôtel de région. Et je pense que l'équipe qui travaille avec vous, notamment Amélie Boiteux et Maud Chapalin, se feront un honneur de répondre à toutes vos questions dans un FAQ qui va être diffusé prochainement. Vous avez vu, Juliette vous a diffusé les supports d'intervention, le lien pour les supports d'intervention auxquels vous pouvez accéder dès maintenant. Il y aura un replay qui va être envoyé automatiquement à l'ensemble des participants dans quelques secondes quand nous aurons appuyé sur le bouton de fin. Et puis enfin, comme vous le disiez Roland Marion, on aura, c'est un petit peu comme les feuilletons dans les bonnes chaînes de replay, nous aurons dans quelques semaines un nouveau webinaire sur cette question-là et on va pouvoir aller jusqu'au la prochaine stratégie régionale de biodiversité avec plusieurs webinaires et donc un travail de maturation avec l'ensemble des personnes intéressées. Merci à toutes et à tous et bon appétit, bon après-midi. Merci, au revoir.